Alors, d'abord, remercier évidemment le forum Nogenté pour son invitation et 94 citoyens. Quand on m'a proposé, j'ai accepté tout de suite. Pour deux raisons. D'abord parce que j'accepte toujours le débat public. Je pense que ça fait partie de la vitalité démocratique et qu'il faut toujours défendre ses convictions, et a fortiori quand on est élu de la République. Et la deuxième raison, c'est qu'on m'a dit qu'il y aurait Gilles Carrez. Et c'est toujours un honneur pour moi de débattre avec un député, un élu d'expérience comme Gilles. Nous sommes tous les deux commissaires aux finances. Il commence bien. Non. Je ne fais pas du tout ça pour le brosser, et il le sait. Et ceux qui me connaissent dans la salle le savent également. Mais avec Gilles, nous allons bientôt passer de longues semaines ensemble, nuit et jour, à examiner le projet de loi de finances. Et il sait tout le respect que je lui porte. On n'est pas d'accord sur le sujet de la privatisation de l'aéroport de Paris. Ça existe, les désaccords, et c'est sain. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans ce débat, c'est compliqué de rendre les choses binaires. C'est toujours tentant de dire à ma gauche Gilles Carrez contre, à ma droite Laurent Saint-Martin pour. La vérité, elle est un peu plus complexe que cela. La preuve, c'est que nos familles politiques d'origine ne sont pas en totale cohérence avec ce que nous défendons ce soir. On pourrait penser que Gilles Carrez, élu LR, famille de droite, est plutôt traditionnellement, je ne parle pas pour toi bien sûr, mais ta famille, plutôt traditionnellement pro-privatisation, quand le centre-gauche dont je suis d'origine est plutôt traditionnellement, sinon opposé, mais en tout cas plus vigilant, plus régulateur. On voit bien là que les positions sont inversées. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et je vais vous dire quel est le fond de ma pensée à titre très personnel, parce que c'est un débat compliqué et jamais je ne me permettrai de parler au nom ni de La République En Marche ni de l'ensemble des députés de mon groupe parlementaire. Ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que mon opinion, elle a évolué avec le temps sur le sujet de la privatisation d'aéroports de Paris. Elle a évolué pour deux raisons. La première, elle est assez simple, c'est des arguments de fond que je vais vous exposer qui m'ont moi-même convaincu. Et par définition, ils ne peuvent pas convaincre tout le monde. Et la deuxième, c'est une raison plutôt de forme, mais qui, je pense, peut vous intéresser, et j'y viendrai à la fin. Il faut d'abord rappeler quel est l'objectif du gouvernement de cette privatisation. Voilà, ce n'est pas une privatisation qui a été faite dans le seul but de privatiser pour privatiser. D'ailleurs, la privatisation n'est pas franchement au cœur de l'idéologie macroniste. On pourrait plutôt penser que c'est un président de la République là-dessus plutôt attaché à un État fort, le ministre de l'économie aussi. Bon, il y a eu ce choix qui a été fait parce qu'il fallait trouver des actifs appartenant à l'État qui sont considérés comme non stratégiques. Et ça, je sais que ça va être un vrai débat entre nous. Et qui doit permettre trois objectifs. En tout cas, là, je me fais un peu le perroquet, le porte-parole du gouvernement à ce moment-là. C'est diminuer un peu la dette, un peu. Quand on a 2000 milliards et qu'on vise 10 milliards, on peut dire que c'est un peu, mais c'est diminuer un peu la dette. C'est nourrir un fonds, et j'y reviendrai, d'innovation et d'industrie qui a vocation lui-même à produire des intérêts pour investir dans l'innovation de rupture, intelligence artificielle, nanotechnologie et autres. Bref, investir dans l'avenir. Et puis, troisième, et à mon avis la plus intéressante raison, c'est que ça forçait la majorité et de manière générale la représentation nationale à repenser le rôle de l'État actionnaire en 2000, à l'époque 18 ou 17, en tout cas de nos jours. Et ça, je pense que c'est peut-être le débat le plus intéressant, et c'est là où j'ai probablement évolué pendant ces 12 derniers mois. Je faisais plutôt partie des élus très vigilants sur le retrait de l'État au capital des actifs. Et stratégie, pas stratégie. Je me suis toujours dit, ça marche que dans un sens, on ne fait jamais machine arrière. Quand on a des actifs qui fonctionnent bien, comme ADP, puisque ADP est un actif qui fonctionne bien, qui produit du résultat net annuel, pourquoi l'État devrait-il s'en désengager? Et puis j'ai creusé la question, je suis allé faire des enquêtes de terrain, comme tout parlementaire, et j'ai assez rapidement compris la différence entre l'État actionnaire, et pas franchement bon actionnaire, à mon sens. Et j'ai surtout compris la différence entre l'État actionnaire et l'État régulateur, et l'État gestionnaire, l'État budgétaire, bref, tout ce qui compose l'État de façon finalement totalement étanche. Et l'État actionnaire ne m'a pas franchement inspiré confiance, dans la bonne gestion de ses actifs,
et deux, dans ses orientations stratégiques lui-même préconisées pour ses actifs, dont Aéroports de Paris. Donc ça, ce sont les questions qui m'ont fait un petit peu évoluer. Le désendettement de la France, je vous le dis entre nous, même si je suis filmé, c'est pas grave, j'y ai jamais cru. Enfin, je veux dire, c'est pas 10 milliards le sujet. Cet argument ne m'a jamais touché. Le fonds de l'innovation de rupture, je le comprends. Parce que moi-même, avant, je travaillais dans le financement d'entreprises innovantes, donc ça me plaît bien. Mais bon, on pouvait aussi se dire, finalement, les dividendes, ça peut aussi permettre de nourrir l'innovation d'une autre manière, un peu moins. Mais donc, argument pour moi, moyen plus. Et celui qui m'a vraiment convaincu, c'est qu'à un moment, il faut qu'on repense l'État stratège actionnaire. Et là-dessus, moi, j'ai été convaincu sur l'intérêt, effectivement, de désengager l'État sur un actif, finalement, qui était, à mon avis, mal compris et qui reste mal compris dans le débat public. Là-dessus, sans vouloir rentrer dans trop de détails sur ce qu'est Aéroports de Paris, je voudrais qu'on soit quand même assez clair ensemble sur quelle base on discute. Aéroports de Paris, c'est une entreprise commerciale cotée sur le marché, Euronext, d'accord, avec des actionnaires publics à plus de 50% et des actionnaires privés. Ça a déjà une cote, une action qui fluctue au quotidien par rapport à des objectifs, des résultats de performance. Donc c'est déjà une entreprise privée dans son comportement et dans sa stratégie financière. On ne met pas, comme ça a été le cas avant, une entreprise totalement publique, avec un comportement totalement public sur le marché. C'est déjà une entreprise sur un marché. C'est déjà une entreprise qui répond à des exigences, non seulement capitalistes, mais des exigences difficiles, avec des actionnaires qui sont des investisseurs institutionnels internationaux qui sont déjà dans cette logique d'acteurs finalement totalement privés. Ceci dit, quand on dit finalement Aéroports de Paris, on le privatise, au final on vend les bijoux de famille, c'est ce qu'on entend finalement la plupart du temps. On pourrait le dire s'il y avait, avec la vente de l'activité ADP, toute la partie régalienne, c'est-à-dire potentiel de régulation, potentiel du nombre de vols, potentiel des créneaux, potentiel des horaires, potentiel, je ne parle même pas des frontières, etc. Et là, oui, on céderait finalement nos frontières, on céderait la souveraineté de notre pays. ADP, c'est une activité commerciale qui gère des boutiques, et c'est très bien, il n'y a aucune honte à ça, qui gère des boutiques dans des aéroports et qui gère du foncier, en gros. Voilà, beaucoup de foncier. Et ça, c'est un vrai sujet, le foncier. Il faudra qu'on en parle parce que c'est pour moi le sujet qui est hors débat alors que c'est un des plus importants. On vend finalement, enfin, on désengage l'État d'une entreprise qui gère des boutiques duty-free et du foncier. Voilà. Mais ADP le possède déjà. Est-ce que franchement, on vend les bijoux de famille quand on fait ça ? Pour moi, la réponse est clairement non. On ne vend pas les bijoux de famille. Quand on fait ça, on vend une entreprise commerciale exactement comme quand l'État se désengage de Orange, de Renault, etc. On peut être contre, ça c'est idéologique, j'ai aucun problème, mais je réfute l'argument comme quoi on vend quelque chose de stratégique pour l'État. Pourquoi ? Parce que évidemment que non, la frontière et tout le régalien qui est lié n'est pas remis en question par le désengagement de l'État dans Aéroports de Paris. Je ne sais pas si on peut décemment le penser. Évidemment que la police aux frontières est maintenue, évidemment que les règles internationales de frontières et d'entrée dans le pays sont maintenues, évidemment que la douane est maintenue. Le sujet frontière n'est absolument pas touché là-dedans. Et je le dis parce que malheureusement, c'est un argument fallacieux qu'on a beaucoup entendu et à titre personnel, je le regrette parce que je peux totalement comprendre qu'on soit contre la privatisation d'ADP, mais pas pour des raisons qui n'existent pas. Donc, le foncier, en revanche, c'est un vrai sujet. Quand on a 6700 hectares sur le Grand Paris qui sont gérés par Aéroports de Paris, c'est pas neutre. Voilà. Et ça pose question. Que va devenir ce foncier si l'État se désengage du capital d'ADP ? Et ça, on pourra en débattre très volontiers. D'autant plus qu'il faut rappeler qu'il y a plus d'1 million d'hectares plus de 1000 hectares sur ces 6700 qui sont liés à des investissements immobiliers liés au Grand Paris. Donc il y a aussi des stratégies d'investissement à venir qui sont importantes. Donc, l'autre argument qu'on opposait, c'était « Ok, très bien. On peut être d'accord, c'est pas un actif stratégique pour l'État en soi, mais par contre, c'est une belle manne financière.
Pourquoi vous allez vendre une belle manne financière qui rapporte 170 millions en 2018, un peu moins les années précédentes. Et ça, c'est un vrai sujet. Le Aéroport de Paris fonctionne bien. C'est une entreprise très rentable. Voilà, très rentable. Pourquoi l'État se désengagerait-il d'une société très rentable? Et en fait, ce qui m'a toujours surpris, moi, dans ce débat-là, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'hémicycle, mais je ne vois pas qui est capable de dire aujourd'hui si c'est une bonne opération financière ou pas tant qu'on n'a pas fait la vente. J'ai jamais compris le débat. Je veux dire, si vous savez, vous, avec un rendement annuel, si vous avez fait une bonne opération ou non, tant que vous n'avez pas vendu, expliquez-moi comment vous faites. Évidemment que la réponse sera au moment de la vente. Et évidemment que la valorisation de l'actif, qui est toujours, je vous le rappelle, coté sur les marchés, et c'est pas neutre, dépendra de cette valorisation, dépendra de la bonne ou mauvaise opération financière. Et pour répondre aux questions, évidemment que les dividendes futurs prévus dans les plans stratégiques d'Aéroports de Paris sont pris en compte dans la valorisation actualisée de l'entreprise. Ça, toute personne qui a déjà un peu travaillé sur les valorisations d'actifs au moment de vendre le sait. Donc là-dessus, c'est un peu un faux débat. C'est vrai que c'est rentable, mais ça peut être une opération tout à fait rentable si elle est bien valorisée et bien vendue. Elle peut être vendue de deux manières, juste, c'est une petite parenthèse technique, mais elle est quand même intéressante. Elle peut être vendue sur le marché, donc l'État français met ses actions sur le marché. Je peux vous dire qu'avec la situation actuelle, ça vaut pas le coup. Peut-être que ça changera, mais la situation de l'action a tellement dégringolé qu'aujourd'hui, ça vaudrait pas le coup. Soit l'État vend ce qui s'appelle en gré à gré, directement à un investisseur précis, industriel de préférence, qui peut avoir un plan et une stratégie qui intéresse le vendeur et l'État, et surtout un prix qui correspond aux attentes de l'État. J'anticipe également une question qui est, à mon avis, une des plus légitimes. C'est, d'accord, mais comment ne pas refaire l'erreur, la double erreur, des autoroutes et de l'aéroport de Toulouse, qui sont deux fiascos. Moi, je le reconnais. Je le reconnais volontiers. Et moi, quand j'ai vu le dossier arriver il y a 2 ans, c'est la première question que je me suis posée. Quel est le vrai scandale des autoroutes? Le vrai scandale des autoroutes, c'est l'augmentation des prix au péage de façon totalement continue et disproportionnée. Là, encore une fois, nonobstant la volonté de privatiser ou pas, j'ai absolument aucun jugement de valeur quand on dit qu'on est contre une privatisation. Par principe, on a tout à fait le droit de le penser, et c'est une pensée politique et économique. Mais la vraie erreur, c'est pas d'avoir privatisé, c'est d'avoir privatisé à un coût, à un prix qui était très largement en deçà de ce que ça valait, plus une absence totale de régulation, ça il faut le dire, une absence totale de régulation de ce qu'on peut appeler la redevance, ou en tout cas de ce que les automobilistes payent au péage. Du coup, évidemment que les entreprises privées qui ont racheté les autoroutes, et surtout se fait énormément d'argent dessus, et moi, en tant que contribuable, ça me fout les boules aussi. Ça me fout les boules aussi, parce que je me dis que l'État avait un actif qu'il a bradé pour qu'un acteur privé et ses actionnaires gagnent énormément d'argent sur le dos du contribuable. Donc l'opération a été catastrophique. Comment faire en sorte de ne pas refaire cette erreur-là? Je ne veux pas dire que c'est facile. Il suffit de ne pas recommettre ces erreurs-là. Évidemment, le prix de cession doit être fondamentalement meilleur et valorisé par rapport à ce que ça vaut. Et surtout, il faut créer une régulation qui existe déjà entre l'État et ADP, qui existe déjà. C'est toute la différence par rapport au niveau de redevance que ADP peut taxer, peut récupérer de la part des particuliers, de la part des voyageurs, etc. Et ça change considérablement la donne. Considérablement la donne. C'est-à-dire qu'un acteur aura les mêmes régulations, voire sur certains cas précis, j'y reviendrai à la fin, sera même un peu plus contraint qu'aujourd'hui. Voilà. Ouais, la différence, c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer, la différence entre les autoroutes et ADP, c'est qu'ADP est déjà une entreprise avec un fonctionnement privé, côté privé, avec un haut niveau de régulation. Voilà. Demain, si l'État se désengage, ce niveau de régulation, non seulement il n'est pas remis en question, mais il est même sur certains aspects renforcé. Je ne dis pas ça pour rassurer ceux qui sont contre, je dis ça pour expliquer factuellement quelle est la vérité si privatisation il y a. Et je conclurai là-dessus parce que privatisation, il est loin d'y avoir à ce stade. Et sur le cas de Toulouse, pas dire que c'est un autre cas, mais c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? C'est qu'on n'a pas du tout régulé la capacité
d'investissement des acheteurs. C'est-à-dire qu'on a laissé acheter n'importe qui pour des raisons purement spéculatives. Et si vous regardez le cahier des charges, peut-être qu'il y en a qui se sont amusés à regarder le cahier des charges de la privatisation d'ADP tel qu'il est prévu par le gouvernement, il y a l'obligation par l'État, ce qui n'est pas rien quand même, il y a l'obligation par l'État de valider l'acheteur et l'interdiction que ce soit un souverain étranger. Voilà. Justement, pour ne pas alimenter certaines craintes, parfois légitimes, liées aux régaliens et liées à la frontière. Donc, je ne dis pas que sur les autoroutes et sur l'aéroport de Toulouse, circuler, il n'y a rien à voir. Je dis juste que pour des erreurs qui ne sont pas quand même celles de ce gouvernement, je tiens à le rappeler, il y a eu aussi un regard très critique et très précis sur comment ne pas les refaire. Pour ne pas être trop long, et pour laisser évidemment Gilles avoir le même temps de développement, je vais juste préciser pourquoi j'ai voté. J'ai voté pour une raison que vous comprendrez et une autre qui est peut-être un peu plus politique, mais c'est la vie. Et je vais la partager avec vous. La première raison, c'est que ce que je vous ai dit sur l'État actionnaire, moi j'y crois. Voilà, j'y crois. Je pense que l'État aujourd'hui doit être actionnaire mieux et plus dans ce que je crois purement stratégique. La défense, l'espace, la santé. Je vais vous dire un truc qui peut surprendre plusieurs personnes. À titre personnel, moi je suis contre les EHPAD privés. Voilà. Donc je ne suis pas le grand ultralibéral qui danse dans des fleurs de lotus avec le grand capital. Je suis contre les EHPAD privés et je suis contre les crèches privées. Ça ne devrait pas exister. Voilà. Moi, sur la santé, sur les écoles, sur tout ce que j'appelle le grand régalien, pour moi, le service public doit être maintenu et renforcé. En revanche, là où l'État, pour moi, n'a pas de raison dans un milieu concurrentiel d'exister, parce que les autres aéroports sont un milieu concurrentiel, alors ça ne me dérange pas que l'État se désengage, parce que ce n'est pas un bon actionnaire. Et c'est ce que je vous dis là sur ADP, je pourrais vous le dire sur Peugeot. Ça ne me dérangerait pas que l'État, petit à petit, se désengage de Peugeot, personnellement. Ça ne me dérangerait pas pour Orange. On est dans des environnements concurrentiels. On peut ne pas partager mon point de vue, mais je ne vois pas l'intérêt de conserver aujourd'hui l'État tel qu'il est. Je ne vois pas à quoi c'est utile, ni pour le contribuable, ni pour l'État lui-même, puisque ce n'est plus un service public. Ce n'est plus un service public. Donc ça, c'est la première raison pourquoi j'ai voté, c'est que je suis assez convaincu de ça. La deuxième raison pour laquelle j'ai voté... on est en Facebook Live ou pas, là? Personne ne veut me répondre. Bon, c'est pas grave. Je vous le dis parce que c'est aussi intéressant, à mon avis, pour vous de savoir comment fonctionne la négociation parlementaire. J'avais une exigence dans ce texte, une seule. C'est que le renforcement de la protection des riverains de l'aéroport d'Orly, c'est très égoïste, hein, c'est mon territoire, j'assume, soit effectif. Il existe aujourd'hui 2 mesures d'ordre réglementaire, excusez-moi la technicité, mais c'est-à-dire que ce n'est pas dans la loi, d'accord ? C'est soit des arrêtés, soit un certain nombre de circulaires qui imposent une régulation, mais ce n'est pas dans la loi, ça veut dire que ça peut être défait très facilement. Qui stipule que l'aéroport d'Orly doit limiter à 250 000 créneaux, et non pas mouvements, créneaux par an, c'est justement le nombre d'avions. Deuxième mesure réglementaire qui vient de notre texte à une date différente, qui n'est pas de 94, qui est le couvre-feu nocturne. Couvre-feu nocturne, vous savez, en fonction des décollages et des atterrissages, c'est pas tout à fait le même, mais en gros, voilà, 6h30, 23h30 ou 6h, 23h, etc. C'est en fonction des décollages et atterrissages, mais on est dans ce créneau-là. Moi, j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est que ça, vous l'inscriviez dans le dur. Je veux que vous renforciez le niveau de protection, parce que je ne veux pas que demain, une entreprise privée puisse, par un lobbying ou puisse, par une action d'influence, venir péter des arrêtés qui sont fragiles, juridiquement. Voilà, j'ai demandé ça. J'ai eu une fin de non-recevoir pendant 1 an. On m'a dit, mais non, ça ne sert à rien, c'est déjà dans les textes, etc. J'ai dit, non, je veux que ce soit dans la loi. Première lecture, j'ai perdu. Je l'ai présenté. J'ai eu un engagement du ministre Auban, comme on dit. Pas probant. Et puis, avec 2 collègues à moi, Marie Guévenoux et Amélie de Montchalin, où à l'époque Amélie était encore députée de l'Essonne, on a opté pour une autre stratégie, qui est, on est allé voir Bruno Le Maire, on lui a dit, on votera contre la privatisation si on n'obtient pas cette garantie-là. On a eu la garantie, et donc j'ai voté pour, parce que
C'est aussi une question de négociation. Mais je n'ai pas voté pour que pour ça, vous l'avez compris. J'ai aussi voté pour parce que j'avais quand même des convictions, ça vous rassurera. Mais c'est aussi pour dire que malheureusement, parfois, faire avancer un certain nombre de sujets locaux, c'est parfois aller au combat. Et ça, je pense que Gilles ne me contredira pas là-dessus. Voilà pour ce que j'avais à dire. Je te laisse me contredire. Tu as plein d'arguments très pertinents. Et puis après, on débattra tous ensemble. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous et merci à mon tour à Cécile Dubois et puis au Forum et à 94 citoyens d'organiser ces débats. J'avais eu l'occasion d'en faire un il y a quelques années avec Karine Berger sur la fiscalité et c'était vraiment passionnant. Et là, je suis heureux de retrouver Laurent Saint-Martin qui est également membre de la Commission des finances et appelé, on peut le dire ce soir, à des fonctions importantes à partir de l'année prochaine puisqu'il devrait être élu rapporteur général du budget. Et je voudrais remercier aussi monsieur le maire de Nogent qui nous accueille dans une école de Nogent et on est toujours les bienvenus et bien accueillis à Nogent. Alors, bon, quelques mots à mon tour pour vous dire que depuis 1993, depuis que je suis député, j'ai été conduit à voter de nombreuses privatisations et de nombreuses ouvertures au privé de capital d'entreprises publiques, sous d'ailleurs des majorités de droite et du centre, mais également sous des majorités de gauche, que ce soit quand Lionel Jospin était Premier ministre ou sous la précédente législature. Mais je me suis opposé une fois, et aujourd'hui une deuxième fois, à des privatisations, parce qu'elles portaient sur des infrastructures de transport que je considérais comme stratégiques. En 2005, j'étais rapporteur du budget, donc croyez-moi, c'était très difficile, je me suis opposé à la privatisation des autoroutes. Et là, pour des raisons qui sont tirées de mon expérience, je m'oppose à nouveau à la privatisation d'Aéroports de Paris, parce que j'estime qu'on est au cœur de la notion de service public. Et dans le contexte d'aujourd'hui, et dans le contexte de demain, avec les enjeux de la transition énergétique, les infrastructures de transport ou les infrastructures d'énergie devront absolument rester sous contrôle de la collectivité publique. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas faire entrer le privé dans le capital d'entreprises publiques pour les stimuler, pour améliorer leurs performances. Ça a été le cas d'ailleurs pour Aéroports de Paris. Laurent l'a rappelé, l'État n'a que 50,6% du capital. Et par exemple, l'entreprise Vinci est présente au capital depuis quelques années avec 8%. Mais j'estime que la collectivité publique doit garder le contrôle. Pourquoi ? Parce que le rôle d'une autorité aéroportuaire, ce n'est pas seulement de gérer des commerces, d'exploiter un gigantesque centre commercial. On m'a traité de ringard parce que je ne voulais pas privatiser la vente des macarons La Durée. Mais qu'on privatise les macarons La Durée, moi, ça m'est totalement indifférent. Mais une autorité aéroportuaire, elle a un rôle majeur, qui est le rôle de l'accueil des avions, des compagnies aériennes et de leurs passagers. Et de ce point de vue-là, on est face à quelque chose de stratégique. Alors je voudrais vous le dire, vous l'expliquer en quelques arguments. Le premier point, on nous l'a enseigné en économie, d'ailleurs Laurent est un bon économiste, en économie, en théorie économique, on ne privatise pas un monopole. On l'a vu, ce qui s'est passé avec les autoroutes. Et Aéroports de Paris est un monopole de fait. Il faut que vous sachiez, chers amis, que Aéroports de Paris accueille 60% du trafic international. Je ne me suis pas opposé au principe de la privatisation de Lyon, de Nice. Je me suis opposé aux modalités de Toulouse. On y dira deux mots tout à l'heure parce que j'ai beaucoup agi sur Toulouse. En vain d'ailleurs. Mais parce qu'ils ne sont pas stratégiques. Mais Aéroports de Paris, c'est stratégique. Et j'observe que de par le monde, des grands aéroports stratégiques aux États-Unis, en Allemagne, dans le pays le plus libéral en Europe, qui sont les Pays-Bas, ils sont restés et ils resteront sous contrôle public. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes sortes de dimensions d'intérêt général.
premier aspect, et c'est l'exception de la privatisation du seul aéroport stratégique européen de Heathrow qui m'y fait penser. On a un enjeu d'aménagement du territoire. La France est un immense pays, et puis il y a l'outre-mer. Et en France, on a aujourd'hui desservi par l'aéroport de Paris 87 lignes intérieures. Lorsqu'on a privatisé Heathrow en 2007, il y avait une quarantaine de lignes intérieures, Birmingham, Liverpool, Manchester. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10. Pourquoi ? Parce que l'intérêt du gestionnaire privé, c'est de gagner un maximum d'argent sur le business commercial. Et comme les créneaux horaires sont limités, on ne peut pas faire atterrir un avion toutes les 10 secondes, eh bien, on privilégie les gros porteurs avec le plus grand nombre de passagers possible, qui vont passer le plus de temps à l'aéroport, qui auront le plus de pouvoir d'achat. Et c'est ce qui s'est passé à Heathrow. Et c'est ce qui se passera chez nous. Le Paris-Rodez, il sera remplacé par un Paris-New York ou un Paris-Tokyo. Ça, c'est une évidence. On l'a vu. Et il faut voir que sur ces problèmes d'aménagement du territoire, la France est bien desservie par un réseau de TGV. Moi, je fais partie de ceux qui disent c'est une absurdité de prendre l'avion pour aller à Bordeaux. Mais encore aujourd'hui, cher Laurent, pour aller à Toulouse, on est quand même obligé, plus ou moins, de prendre l'avion. Et je ne parle pas de... Donc, nous avons vraiment un problème d'aménagement du territoire. On a également un problème d'aménagement de notre territoire régional. Et l'enjeu du foncier, ces 6700 hectares, c'est un enjeu à mes yeux absolument majeur. Absolument majeur. Pourquoi ? Parce que c'est les plus grandes réserves foncières. Sur ces 6700 hectares, il y en a plusieurs milliers qui sont constructibles, urbanisables à terme. Et on nous demande, à nous les contribuables, de payer le Grand Paris Express. 35 milliards d'investissements. Et on va par exemple, dans notre département, prolonger la ligne 14 jusqu'à Orly. Et cette ligne 14, elle va desservir de façon fantastique cœur d'Orly, des dizaines, voire des centaines d'hectares. Et on donnerait tout ça au privé. Mais il n'en est absolument pas question. L'aménagement du territoire, qu'il soit national ou régional, c'est à mes yeux une compétence souveraine. Et il y a un enjeu environnemental qui va s'accentuer au fil du temps. Laurent a fait du très bon travail en obtenant qu'on mette dans la loi la limitation des créneaux et puis le couvre-feu. Mais en l'écoutant défendre ces arguments que je soutenais, je me disais en moi-même, mais si on a obtenu ça en 1994, si on l'a obtenu, c'est parce qu'on avait quand même affaire à une entreprise publique. Si ça avait été Vinci à la place, est-ce qu'on l'aurait obtenu ? Alors je suis ravi que ce soit gravé dans la loi, mais je pense que sur la circulation aérienne, les enjeux d'environnement vont s'aggraver. Ils vont s'aggraver dans les prochaines années. Et donc, il faut qu'on garde un contrôle de la collectivité publique. L'enjeu économique, il a été évoqué. On a aujourd'hui 600 000 emplois, directs et indirects, qui dépendent d'aéroports de Paris, des trois plateformes. Et ça représente 6% du PIB régional. C'est énorme. Et il y a un enjeu sur lequel on n'a pas assez insisté. Et il y a probablement des salariés d'Air France qui sont là. Roissy, j'appelle votre attention là-dessus. C'est le hub de Air France. Air France est une société qui marche bien, mais c'est dur aujourd'hui pour les compagnies aériennes. Personne ne s'est porté candidat à la reprise d'Aigle Azur ou plus récemment de l'autre compagnie en difficulté. Et j'en discutais avec un ancien ministre de l'Équipement qui connaît bien ces sujets il y a quelques semaines et qui me disait, mais tu sais, une autorité aéroportuaire, elle peut avoir en fait un droit de vie et de mort sur une compagnie. Parce que si vous dites, vous renvoyez la compagnie sur des terminaux lointains, si même si ce n'est pas l'autorité aéroportuaire elle-même qui contrôle, mais vous faites en sorte que les créneaux horaires ou tout ça ne marche pas très bien, petit à petit, la compagnie, elle va perdre de la clientèle. Et dans une concession
rendez-vous compte, dans une concession, sur 70 ans, les concessions autoritaires, ça n'était que 25 ans. Sur 70 ans, moi je vous pose la question, est-ce que Roissy existait il y a 70 ans? Non. 1974, Roissy. Est-ce que Orly existait? Non. 1958, Orly. Mais qui nous dit qu'au fil du temps, tel ou tel groupe capitalistique, moyenne, oriental ou je ne sais où, prendra le contrôle et puis, en fait, gérera de façon plus privilégiée telle ou telle compagnie moyenne, orientale ou autre. Ça, ce sont des vrais sujets. Et moi, j'ai vu ce qui s'est passé sur les autoroutes. Mais j'y reviendrai dans un instant. Et puis, mais Laurent l'a bien dit, ADP, c'est une entreprise rentable. ADP génère entre 600 millions et 800 millions de résultats. L'État, avec ses 50%, percevait l'an dernier 180 millions de dividendes. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller céder, l'intérêt financier, strictement financier, d'aller céder au privé une entreprise rentable. Et moi, c'est peut-être mon expérience qui me fait dire ça. J'en ai assez de cette approche économique qui fait que chaque fois qu'une entreprise publique marche bien, rapporte de l'argent, on la vend au privé. Et puis chaque fois que ça ne marche pas, que ça fait des pertes, c'est nous les contribuables qui la récupérons. Et là, je le dis à Laurent, il va être rapporteur du budget. Il va être rapporteur du budget. Moi, je l'ai été 10 ans. Le rôle du rapporteur du budget, c'est de protéger aussi les contribuables. Il faut protéger les contribuables. Et cette entreprise, ce n'est pas un canard boiteux. Donc, moi, je n'ai pas compris. Et je me dis aussi, c'est du bon sens. On n'a pas besoin d'être un grand financier pour le comprendre. Aujourd'hui, l'État emprunte à taux négatif à 10 ans, mais donc à 0%. À quoi ça sert, quand on a 2300 milliards de dettes publiques, d'éviter 10 milliards de dettes supplémentaires, ou plus exactement de vendre pour 10 milliards, on va placer ces 10 milliards à combien? Maximum 0,5-1%, alors qu'aujourd'hui, on a une rentabilité de 5 à 6% uniquement avec les dividendes. Donc, ça, je ne comprends pas. C'est vraiment, et Bruno Le Maire a été absolument incapable d'expliquer cette absurdité. C'est une très mauvaise affaire pour le contribuable. Alors, le montage juridique, c'est une concession. Alors, une concession, ça fonctionne comme ça. L'État ou la collectivité locale, on a des concessions, n'est-ce pas Jacques, hein, on a des concessions sur l'eau, l'assainissement, ça peut être des collectivités territoriales. On donne un bien, et puis ce bien vous revient au terme d'une certaine durée, mais il vous revient gratuitement. Et gratuitement et en bon état. Alors là, on me pose la question. Quand vous faites une concession, c'est qu'il y a à bâtir quelque chose, il y a à bâtir un réseau d'assainissement, il y a à bâtir, construire tel ou tel équipement public. Regardez le viaduc de Millau. On concède, là aussi, c'est un peu plus de 70 ans. Mais on part de zéro. Il fallait le construire, le viaduc. Donc le privé, il apporte le fait de construire un viaduc rapidement, plus rapidement que devrait la collectivité. Mais il apporte quelque chose. Or là, on fait une concession, mais l'investissement, il est fait. Il est totalement fait. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt. Et c'est même plus que ça. L'entreprise ADP, il faut que vous le sachiez, elle autofinance tous ses investissements. Actuellement, ils ont le grand projet, il y a une enquête publique de construction du terminal 4, autofinancé. Moi, j'en ai discuté et rediscuté avec mon ami Augustin de Romanet, qui préside aujourd'hui Aéroport de Paris. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Parce que dès lors que vous autofinancez, ils autofinancent leur prise de participation. Ils ont des participations sur l'aéroport Atatürk à Istanbul, je crois au Portugal, enfin un peu partout. C'est eux, ils ont une entreprise d'ingénierie qui fonctionne très bien. C'est eux qui ont fait l'ingénierie le grand aéroport qui vient d'ouvrir à côté de Pékin. Et donc, on se dit, mais cette entreprise,
elle est tout à fait, elle est dans la concurrence, elle est capable bon, elle autofinance. Et la critique qu'on nous a servie, mais tu ne l'as pas utilisée ce soir, hein, tu as présenté les choses de façon tout à fait honnête. Mais le maire, qu'est-ce qu'il nous disait? Et même le Premier ministre, répondant à une question, mais c'est une entreprise mal gérée, et comme vous savez que l'actionnaire État n'est pas capable de monter au capital, d'apporter, on est obligé d'appeler le privé au secours pour que le privé investisse et permette de financer tous les développements qu'on a à faire. Mais c'est totalement faux. C'est un argument faux, puisque ADP se développe tout seul et se développe très bien et sert au passage des dividendes à l'État. Alors, ce qui vaut bien voir, c'est le débat. Alors, c'est peut-être, je ne veux pas être trop long, mais on y reviendra. Il y a un système qui est très pervers, notamment sur ADP, et on a essayé de l'implanter sur Nice. C'est le système dit de la double caisse. Ça, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux rôles pour un aéroport. D'une part, la relation avec les compagnies, les avions, il faut les réparer, des hangars, les stocker, la sécurité, etc., des avions, et puis d'autre part, les commerces. Et dans beaucoup d'aéroports, le modèle, c'est de faire de la péréquation pour qu'on fasse payer aux compagnies des taxes d'aéroport pour les services rendus aux compagnies aériennes, des taxes les plus faibles possibles, donc ça se répercute beaucoup moins sur le prix du billet, et ça parce qu'on gagne beaucoup d'argent sur les commerces, donc il y a une péréquation. Sauf que ADP, c'est pas comme ça. C'est le système de la double caisse. À moi, tous les bénéfices, et je me les garde dans un coin sur les commerces, et puis tout ce qui est service aéroportuaire proprement dit, c'est financé par la redevance. Inutile de vous dire que les compagnies aériennes, à commencer par Air France, elles sont toutes vent debout contre cette privatisation. Parce qu'avec la double caisse, on voit trop ce qui va se passer. D'ailleurs, lisez l'interview qui est extraordinaire du patron de Vinci, Xavier Huillard. Il a fait une interview il y a il y a 2-3 mois. Je crois que c'était dans Le Monde ou Le Figaro, je ne sais plus, ou Les Échos. Parce qu'ils viennent de reprendre Gatwick, l'aéroport de Gatwick qui est à côté de Londres. Et qu'est-ce qu'il dit, M. Huillard? Nous allons faire deux choses. Notre stratégie d'entreprise, notre business plan, il va tourner autour de deux choses. À Gatwick, on va augmenter les vols internationaux. Première stratégie, gros porteurs, beaucoup de passagers. Et deux, on va doubler les surfaces commerciales. On va doubler les surfaces commerciales. Et donc, ça, c'est la stratégie qui nous attend si on privatise. Et la double caisse ne peut que l'accentuer. Alors le gouvernement, dans le texte, c'est vrai, a multiplié les précautions. Comme l'a dit Laurent, il y aura une autorité indépendante, on met en place ce qu'on n'avait pas fait sur les autoroutes, instance de régulation, pour que le privé n'augmente pas trop les redevances. Mais tout ça, je n'y crois plus beaucoup, parce que tout est en réalité dans les cahiers des charges. Et comme dans beaucoup de domaines dans la vie, le diable est dans les détails. Alors les cahiers des charges de la concession, ce qui relie donc l'État avec le concessionnaire pressenti, les cahiers des charges, on ne les a pas eus à l'Assemblée. On n'a eu que les têtes de chapitre. Oui, et ça m'a rappelé, et je termine par ça, ce que j'ai vécu sur les autoroutes. Parce que je veux vous le raconter. Sur les autoroutes, Dominique de Villepin devient Premier ministre juin 2005. Et à la surprise générale, dans son discours, il nous explique que pour faire baisser la dette de l'État, c'était Thierry Breton, qui était ministre de l'économie, qui venait d'être nommé, qui était aussi pour, on va privatiser les autoroutes. Oula, moi j'étais totalement contre, je le fais savoir. Ça s'est d'ailleurs mal passé, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais ça a été très compliqué. Et je me souviens, à Bercy, ils avaient évalué à 11 milliards d'euros. Et moi, comme je connaissais très bien le directeur de cabinet de Dominique de Villepin, Pierre Mongin, qui après a présidé RATP, j'ai obtenu de Pierre Mongin qu'il mette à ma disposition France Stratégie, enfin c'est de l'héritier du commissariat au plan, parce que j'avais appris qu'ils avaient une équipe
d'évaluation, de transport, d'économistes, de financiers de grande qualité. Parce qu'au passage, et ça Laurent va le découvrir quand il sera rapporteur général, on a de très bons administrateurs à l'Assemblée, très très bons, notamment les meilleurs, ils sont auprès du rapporteur général. Mais on n'est pas compétent sur tous les dossiers. Et notre Parlement, il n'est pas du tout comme le Parlement dans les grandes démocraties, et notamment aux États-Unis. Nous n'avons pas nos moyens d'expertise. Et donc, comme je n'avais pas les moyens à l'Assemblée, bien qu'il y ait une dizaine d'administrateurs, je fais travailler cette équipe pendant tout l'été. Et on arrive, nous, avec nos petites mains, à un prix, tenez-vous bien, de 18 à 20 milliards d'euros. 18 à 20 milliards, au lieu de 11 milliards. Et lorsqu'il y a eu le débat, début octobre 2005, je suis monté à la tribune et j'ai expliqué, un, il ne faut pas privatiser, parce que, et deux, si vous privatisez, en tout état de cause, c'est au moins 18 à 20 milliards. Ça s'est terminé à un peu plus de 15 milliards. Donc je me dis, quelque part, tu as quand même fait gagner 3 ou 4 milliards aux contribuables, mais j'exagère pas. Mais qu'est-ce que j'ai découvert derrière? On n'avait pas eu non plus les cahiers des charges. Et quand j'ai eu le contrat de concession, quand je l'ai enfin découvert, bon, et puis après c'est plus facile de voir avec un peu de recul, l'État avait été incapable de prévoir les différentes hypothèses, et notamment la baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt. Parce que les entreprises comme Eiffage, Vinci, ils avaient emprunté pour payer les 15 milliards. Ils avaient emprunté à 5-6%. Et juste 3-4 ans après, les taux d'intérêt étaient descendus à 3 ou 4. Le différentiel, il est allé directement en dividende pour les actionnaires. J'ai saisi la Cour des comptes, une fois, 2 fois. J'ai saisi avec Christian Eckert, quand il était rapporteur du budget et moi président de la Commission des finances, en 2012, l'autorité de la concurrence. On a fait rapport sur rapport, on n'a rien pu faire, ça n'a rien changé. Et c'est ça qui m'angoisse. J'ai vu sur les autoroutes l'État, les ingénieurs des ponts, perdre leur expertise. Et quand Ségolène Royal a voulu lancer un plan de travaux supplémentaires en 2015 de 3 milliards, quand elle a voulu le lancer, elle a été obligée d'accepter une prolongation des durées de concession, qui maintenant ont été prolongées jusqu'en 2033, 34, 35. Et, tenez-vous bien, ces rapports de la Cour des comptes, ces prolongations de concession de 3 à 5 ans sur Sanef, Vinci, etc., rapportent, alors bien sûr, c'est plus tard, c'est entre 2030 et 2035, rapportent 15 milliards d'euros. Et avec ces 15 milliards d'euros, on a obtenu en contrepartie 3 milliards de travaux. Moi, je suis ancien fonctionnaire de l'État, de l'équipement en plus, mais des choses comme ça, mais ça me désespère, ça me désespère. Et je me dis, mais comment ils raisonnent? Je n'ai plus confiance, notamment sur Bercy. J'ai l'impression qu'il y a une sorte, je ne dirais pas de collusion, mais d'association entre les banquiers d'affaires, les commissions, tout ça, ça fonctionne ensemble. Et je vais terminer par Toulouse. Parce que sur Toulouse, Valérie Rabault était rapporteure du budget, socialiste. Moi, je présidais la commission des finances. Nous avons mis en garde tous les deux le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, en lui disant pourquoi pas privatiser Toulouse, mais pas un fonds chinois. Et on a préparé ensemble, j'ai fait rencontrer à Valérie, j'ai organisé des déjeuners, parce que moi je ne pouvais pas aller moi-même dans le bureau de M. Macron, était quand même dans l'opposition, c'était un peu compliqué, mais on a préparé ensemble. Elle a passé 2h30, elle a regardé le cahier des charges, elle n'a pas réussi à le convaincre. Et la suite nous a donné raison. Alors, chers amis, moi, c'est l'expérience, vraiment l'expérience. L'affaire des autoroutes, c'est moi qui avais raison, et pas Bercy. Toulouse, c'est nous qui avions raison, et pas Bercy. Et donc, aujourd'hui, mon intime conviction, c'est que pour toutes sortes de raisons, on fera une erreur en privatisant Aéroports de Paris. Et donc, j'ai échangé tous ces arguments avec notamment mes collègues socialistes, certains qui connaissent bien le sujet. On s'est rendu compte qu'on convergeait totalement. Et comme on l'a toujours fait, là je me tourne vers Jacques, dans le Val-de-Marne, quand l'intérêt général l'exige, quand il faut faire Orbival, la ligne 15 ou autre,
eh bien, nous travaillons avec nos collègues de gauche. Je l'assume, je ne suis pas d'accord avec eux sur beaucoup de choses, mais quand l'intérêt général l'exige, nous travaillons ensemble, et c'est ce que nous avons fait en mettant au point cette proposition de loi référendaire. Est-ce que vous voulez réagir quelques minutes Oui, ou est-ce bien que, sûr. on passe par Assad Oui, non, mais surtout, il y a la partie PPL référendaire. Oui. Dont il faut parler. Enfin, moi, j'ai des trucs à dire dessus. Parce que, donc, ce qui serait bien, c'est que voilà, d'ici un petit quart d'heure, on puisse. Oui, non, je vais être très court. Juste me permettre de reprendre la parole, mais vraiment une minute sur 2-3 points. Et d'ailleurs dire que, aussi surprenant que cela puisse paraître, si on ne partage pas le même avis au final, il y a quand même beaucoup de points de convergence entre Gilles et moi. Et ce que tu dis sur les autoroutes et Toulouse, je l'ai pointé également et je le partage. Et je reconnais totalement ce que tu as fait avec Eckert et avec Valérie pendant ces dernières années. Moi, j'en suis totalement conscient. Je ne suis pas là pour dézinguer mes collègues, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans la majorité. Je tiens à le préciser. Juste un mot quand même, parce qu'on n'est pas d'accord sur un point qui finalement est peut-être le point de départ de cette réflexion, c'est la question monopolistique. Moi, je ne partage pas ton avis sur le fait que ADP est un monopole. C'est un monopole naturel national, mais c'est dans un environnement totalement concurrentiel à l'international. Non mais attendez, les compagnies décident d'aller atterrir ou décoller à Paris en fonction de la compétitivité et des tarifs des aéroports. Il ne faut pas se leurrer, c'est une activité commerciale concurrentielle. C'est extrêmement important pour comprendre le débat. Donc là-dessus, moi, je suis pas d'accord. Et honnêtement, les dirigeants d'ADP, qui sont une entreprise cotée dans un environnement concurrentiel, vous le diront, et leur quotidien, c'est de gérer une entreprise dans un environnement concurrentiel. Et c'est quand même très différent. Un mot sur le foncier, parce que c'est un grand débat. Mais le foncier, il appartient aujourd'hui à ADP, entreprise cotée. Certes, l'État est actionnaire majoritaire. Mais enfin, il ne faut pas croire que c'est l'État qui fait la stratégie d'aménagement du territoire d'ADP aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Et ce qu'il y a dans, justement, la régulation qui existe déjà, je le répète, elle n'est pas créée, elle existe, c'est évidemment un contrôle sur les investissements sur le foncier. Ça va pas être la jungle à l'investissement pour ADP à ce niveau-là, surtout vu les milliers d'hectares qui sont en jeu. Et juste un dernier mot, parce qu'il y avait plein de sujets. Sur le cahier des charges, tu as raison, je te donne raison. Il était trop léger, le cahier des charges que nous avons eu. Et il y a un comité de suivi de la loi Pacte qui prévoit justement une évaluation régulière du cahier des charges, parce que c'est vrai que c'est une condition essentielle à la vente. Alors, est-ce que vente il va y avoir ? Parce que le sujet, c'est quand même ça, parce que si PPL référendaire il y a et qu'à la fin la vente d'ADP ne se fait pas, on aura débattu, mais ça ne se fera pas. Je vais juste vous dire une chose. Moi, je fais pas du tout partie de ceux dans la majorité qui dénoncent les alliances d'opposition. Pour moi, ça fait partie de la vie démocratique. On a tout à fait le droit, quand on est LR, de se mettre avec quelqu'un socialiste, voire insoumis, à partir du moment où, comme tu le dis, on considère de bonne foi que c'est un élément d'intérêt général. Ça ne me choque pas. Moi, je n'appelle pas ça des alliances de circonstances. Je ne fais pas partie de ces gens-là. En revanche, il y a quelque chose qui me choque profondément dans ce processus. Mais vraiment, démocratiquement. Et ce n'est pas la faute de Gilles, ce n'est pas la faute des collègues d'opposition. C'est comment le RIP a été créé par le constituant de 2008. Il y a un gros problème. Enfin, il y a deux problèmes. D'abord, le seuil de 4,7 millions, vous pouvez toujours courir, il n'arrivera jamais. Mais sur aucun sujet. Voilà. Donc ça, c'est une fumisterie. Il faut absolument le diminuer parce qu'on ne fera jamais rien avec un référendum d'initiative partagée à 4,7 millions de signatures. C'est beaucoup trop élevé. Ce n'est pas quelque chose de réaliste. Mais ce n'est pas ça non plus vraiment le problème. Le problème, c'est que le référendum d'initiative partagée a été créé sans prévoir que cela pouvait venir détricoter une disposition votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ça, c'est grave. Parce que ça remet en cause la représentation nationale. Je ne dis pas ça parce que je suis de la majorité, je le penserais tout autant si j'étais de l'opposition. Si le Parlement, dans sa globalité, vote un article, une loi, ce que vous voulez, qui peut être défait le lendemain par 20% de l'opposition alliée avec peut-être demain 1 million de signatures citoyennes, ça ne sert plus à rien de vivre en démocratie représentative. Et je ne suis pas le seul à le penser. Le président du Sénat, qui, me semble-t-il, est dans ta famille politique,
a dit la même chose. Et je voudrais juste qu'on réfléchisse tous à ça quand même une seconde. J'ai aucun problème sur le fond, qu'il y ait des pétitions pour s'allier contre le projet de privatisation ou de concession d'ADP. Aucun problème, évidemment. Que des oppositions se mettent ensemble pour organiser le RIP, aucun problème de mon point de vue. En revanche, qu'on ne prenne pas le soin de verrouiller, au moins pendant une durée définie, ce que fait le Parlement, alors je pense que c'est grave, parce que ça ne sert plus à rien de voter pour des députés et indirectement pour des sénateurs. Parce que sinon... Ah non, j'exagère pas, je vous assure. Si avant même... Non, mais attendez. Si avant même que la promulgation de la loi soit faite, vous pouvez faire des référendums d'initiative partagée, c'est un problème démocratique, je le confirme. Alors, et je termine juste par rapport à ce que disait Madame Dubois tout à l'heure. La double arnaque quand même des RIP, telle que le Constituant de 2008 l'a fait, c'est 1, les 4,7 millions, et 2, je vous rappelle que ça doit repasser au Parlement, avant que ça devienne potentiellement un référendum. Voilà. Donc, j'ai juste ça. Oui. Quel que soit le sujet, ça n'arrive pas. Un mot rapide là-dessus, parce que, bon, c'est vraiment... Valérie Rabault, donc, qui est la patronne du groupe... Pardon ? Puisqu'ils avaient verrouillé avec les 4,7 millions... Oui, c'était pas... devant le Parlement, ils n'avaient pas besoin de se préoccuper... Vous avez raison. Vous disiez à l'instant de savoir si on peut mettre des conditions. Alors, je voudrais... Attendez. C'est en anticipation de la loi qui change. Répondre à ça, parce que, bon, j'étais parlementaire en 2008 et j'ai voté cette réforme constitutionnelle. Donc, avec Valérie Rabault, qui est aujourd'hui la présidente du groupe socialiste, c'est vraiment nous deux qui avons eu cette idée. Et on s'est posé la question. On s'est vraiment posé la question. On s'est dit, mais est-ce que, en recourant à l'article 11, au dernier alinéa de l'article 11 de la Constitution, on ne va pas délégitimer le travail parlementaire? Et là, nous nous sommes dit, vraiment, il y a eu deux considérations qui fait que finalement, on s'est lancé. Parce que nous sommes tous les deux des parlementaires expérimentés et on croit au rôle du Parlement. La première, c'est qu'on a été vraiment très frustrés par le débat sur ADP. Que ce soit d'ailleurs au Sénat, parce que je n'ai pas eu Gérard Larcher, mais j'ai eu longuement Bruno Retailleau. J'ai vu avec lui cette question. Que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. On a eu le sentiment, sur ce point, pas sur d'autres dans la loi Pacte, mais sur ce point, qu'il y avait vraiment une position, une fin de non-recevoir absolue. On n'a pas pu faire passer les amendements et même avoir la discussion au fond. L'histoire du cahier des charges n'était qu'un des aspects. Et, par exemple, on aurait été prêt, s'il y avait une ouverture sur le thème, mais l'État veut se désengager. Soit, mais pourquoi ne pas imaginer que d'autres collectivités publiques prennent le relais de l'État? Et on en a dans notre pays. On avait les collectivités locales. D'ailleurs, les Hauts-de-Seine, les Yvelines s'étaient portées candidates. Et on avait la Caisse des dépôts. Je suis à la commission de surveillance de la Caisse. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Caisse des dépôts cherche désespérément des investissements qui procurent un peu d'argent au moment où les taux sont à zéro et où le marché action est aussi volatile. Donc, on avait le moyen. On n'a pas pu avoir ces discussions. C'était la première fois qu'on avait un sentiment d'autisme. Alors, on s'est dit, mais puisqu'on peut pas discuter, il n'y a pas moyen de discuter au Parlement. Le Sénat avait voté contre, rappelez-vous. Mais notamment sur ce point. Si on ne peut pas, on va tenter notre chance avec l'article 11. Et la seconde raison, vous l'avez évoquée, monsieur. En tout état de cause, même si on réunissait les 4,7 millions, ensuite, il y a encore, c'est une véritable course d'obstacles, le Parlement peut se saisir. Et si les deux chambres se saisissent du texte, à ce moment-là, le référendum n'est pas organisé. Donc on s'est dit, mais dans sa sagesse, le législateur constitutionnel de 2008 a fait en sorte que le Parlement puisse garder à la main jusqu'au bout. Alors bon, on a eu des débats de juristes ou autres, et finalement, on s'est lancé. Alors, l'autre point, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à Laurent. Gouvernement, il nous a vraiment traités de haut. Votre histoire, le secrétaire général du gouvernement a envoyé des notes, pourtant juriste éminent, il était secrétaire général du Conseil constitutionnel, je le connais très bien personnellement, il a fait beaucoup de recours sur la loi de finances des années précédentes, et il nous considérait comme des moins que rien. Et moi je leur ai dit, mais faites attention,
Parce qu'on n'est pas des moins que rien. On est des parlementaires bosseurs, on connaît bien nos dossiers, on va au fond des choses. Faites attention, parce que le Conseil constitutionnel, lui, il a compétences liées, il coche des cases. Or, on remplit les cases. La loi, elle n'est pas promulguée. Les 20% de signataires, on les a. Le sujet fait partie de ce qui a été prévu dans le cadre de l'article 11 de la Constitution. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, et le gouvernement a été vraiment pris de court, le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Alors maintenant, comme Laurent le dit, on n'aura pas les 4,7 millions, mais il faut absolument qu'on dépasse le million, et qu'on le dépasse largement. Parce que je pense que le gouvernement peut revoir sa copie, et on peut nouer un dialogue constructif. Moi, quand je fais de cette proposition Caisse des dépôts, je sais qu'elle commence à circuler. Donc, ce qu'on recherche, c'est l'intérêt général. Et c'est un sujet... D'ailleurs, vous l'avez vu, ce soir, on a un certain nombre de points de convergence. Donc, on ne me dise pas qu'on ne peut pas s'entendre. On verra ce qui se passera. Et puis, entre-temps... Et puis, je termine par là. Moi, j'ai évolué aussi. J'étais beaucoup plus libéral il y a quelques années. Beaucoup plus libéral. Mais je sens une évolution générale de notre société ou autre où on a besoin d'un retour de la collectivité publique. Et alors, je vais vous paraître là définitivement absolument ringard, mais je le dis à nos gens. Je le dis à nos gens. Je retrouve un certain nombre de valeurs du gaullisme des années 60, sur le service public, les grandes infrastructures, le rôle de l'État. Et finalement, j'y crois. Est-ce que... on prend quelques questions avant les réponses, parce que sinon... Que ferait le référendum? On n'a pas expliqué. Tu l'as demandé, on n'a pas dit. Qu'est-ce que ça ferait? Mais peut-être on peut répondre à ça. Parce que c'est ma question. Ouais, sur la procédure. Ouais. Sur la procédure, elle n'est pas si compliquée. Si 20% des parlementaires se réunissent pour former ce qui s'appelle une proposition de loi référendaire et qu'elle est validée par le Conseil constitutionnel, comme ça a été le cas tel que Gilles l'a expliqué, alors à ce moment-là, le gouvernement est obligé de lancer une consultation, une pétition, qui n'est pas le référendum, c'est une pétition où il faut recueillir 10% effectivement du corps électoral. Et là, on en est là. Donc, la question du nombre, on vient d'en parler. Moi, je suis d'accord, il faut absolument le réduire à 1 million. Et à partir de ce moment-là, d'accord, les parlementaires ont obligation, enfin les deux chambres ont obligation de s'en saisir et de le mettre à l'ordre du jour dans les 6 mois. Si ce n'est pas fait, alors le président de la République est obligé d'appliquer l'article 11 de la Constitution et d'invoquer un référendum. Voilà. Donc effectivement, c'est une course d'obstacles, tu as raison. Mais moi, ce qui me gênait, je répète ça, c'est pas du tout le fait qu'on puisse faire des référendums. Moi, je suis plutôt favorable à ça, et c'est d'ailleurs très, très gaulliste. Mais en revanche, ce qui me gêne profondément, c'est de pouvoir détricoter des choses qui sont passées la semaine dernière au Parlement. Je répète que pour moi, c'est ça le problème. Il y a, à mon avis, un seuil à... Non mais monsieur, c'est pas possible. Soit il y a des chambres pour délibérer, et ça s'appelle la démocratie représentative, soit on fait tout en référendum. Mais on ne peut pas détricoter ce qui se passe au Parlement. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. En tout cas, moi, je m'y refuse et je lutterai toujours contre. Parce que qu'on baisse le nombre de signataires, évidemment. Et vous avez raison de viser 1 million. Parce que c'est effectivement, à mon avis, je veux pas parier, mais à mon avis, c'est ce qui fera la bascule, et je pense même que vous les aurez, et je pense que ça fera annuler, voilà, je vous livre un petit peu ma pensée, mais en tout cas, ça fera largement modifier le projet. Donc, rien qu'en ça, c'est une vraie victoire de l'opposition, et je le reconnais très volontiers. Une victoire qui me fait pas mal, d'ailleurs. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut abaisser le nombre pour que ça existe, et qu'on ne se moque pas des Français quand on fait ce genre d'initiative. Mais en revanche, il faut que ce soit fait dans un cadre qui permette de re-questionner la loi, mais pas pendant qu'elle est votée au Parlement. Vous comprenez bien que sinon, les débats à l'Assemblée nationale ne servent plus à rien. Ils ne servent plus à rien. Ou alors, on est tous parlementaires, et à ce moment-là, il n'y a plus de représentation, quoi. Ça ne me dérangerait pas, mais il faut choisir. Je voudrais juste revenir sur la présentation que vous avez faite de l'aéroport de Paris tout à l'heure. L'aéroport de Paris n'est pas un centre commercial, c'est avant tout un gestionnaire d'aéroport. Donc on va gérer des infrastructures aéroportuaires, on va gérer des pistes, on va créer des réseaux, des gares, on gère des gares TGV, des gares RER, on construit CDG Express, on construit les gares du Grand Paris. Donc ça, il n'est pas un centre commercial, juste à ce titre-là.
En revenu, hein, enfin en résultat. On va prendre plusieurs questions. Hein, là, donc, Ah non, mais allez-y. Ah non, c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que comme justement, il y en a... Monsieur? Si. J'ai presque honte de le dire, mais je représente ici le Parti Socialiste. Donc, j'y vais clairement. Et on peut trouver des accords, la preuve. Ce qui me frappe le plus, quand même, c'est les inconvénients qui résulteraient de cette privatisation, perte de capital, je ne sais pas comment il faut dire, va servir au même. Donc ces inconvénients, on les a évoqués tout à l'heure, ils sont lourds en termes géostratégiques, en termes économiques, de recettes, en termes de contrôle des activités, parce que tant que l'ADP est à plus de 50%, il aura quand même une part importante, pour ne pas dire décisive, dans les décisions. Donc, supprimer ce 50%, cette indemnité, fait en sorte que l'État n'aura plus cette part prédominante et qu'on risque d'aller vers des modifications contre le service public, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfaitement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, par rapport au référendum d'initiative populaire. Partagé. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est pas parce qu'on fera 4,7 millions de voix que tout sera détruit et remis en cause, puisque le Parlement peut se ressaisir. Les deux chambres auront le droit de se saisir à nouveau. On va se dire le devoir d'intervenir. Donc, ce que je dis, moi, je ne comprends pas même la position des macronistes ou macroniens, je ne sais pas comment on dit, n'encourageant pas les gens à participer à la pétition. Après, il y aura le RIP, la possibilité de privatisation ou pas, et les gens diront ce qu'ils voudront. Donc, je ne comprends pas cette timidité à ne pas encourager le RIP. On a donné quelques chiffres, pardon, excusez-moi. Tout à l'heure, 840 000, enfin ça varie. Oui. Puis c'est pas à jour, donc enfin, c'est-à-dire que la barre des 4,7 millions est difficile, ça c'est bien clair. Elle est hors d'atteinte. J'oserais même penser qu'elle a été faite pour ça, mais enfin là je suis pour moins mauvais esprit, enfin ça c'est autre chose. Oui, non mais Donc, ça a été fait en 2008, hein, si on allait par la majorité de l'époque à laquelle j'appartenais. Hein. Si on allait en tout cas vers ce qu'a dit le président, c'est-à-dire 1 million, on pourrait quand même radicalement changer les choses, pardon, et j'encourage, moi en tout cas personnellement, beaucoup, tous les citoyens à utiliser ce moyen citoyen pour intervenir. N'ayons pas peur quand même, de quoi donc on y va. Monsieur, excusez-moi, J'ai une dernière question pour faire alors, le juge. rapidement s'il vous plaît, parce que sinon personne d'autre ne pourra s'exprimer après, c'est très dommage. Laissez-moi puis c'est On grave. prend toutes les interventions. Donc par conséquent, je crains que ce système de privatisation rentre en fait dans un système global d'approche des problèmes économiques et sociaux. Alors je reprends du macronisme ou du néolibéralisme, excusez-moi des termes, du néolibéralisme mondialisé pour aller vers ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les pertes d'un côté, les gains de l'autre. Et on voit bien de quel côté vont les pertes et de quel côté vont les gains. Merci. Je vais lui répondre sur le C'est que c'est un vrai sujet. Hein, Votre parce que projet, quel est le sort des taxes aéroportuaires? Qui les fixe? Qui les prélève? l'autorité Qui les indépendante. garantit? C'est déjà le cas, ça. Et j'insiste sur l'expression taxe aéroportuaire. C'est fixé par l'État. Je pense que le député Carrez ne contestera pas. Taxe est un mot qui est affecté en droit public. Non. En finance publique. Si. Pas automatiquement, non. Ne peut pas prélever une taxe. Elle n'est pas nécessairement affectée, une taxe. Les taxes aéroportuaires, la promotion du RIP, Une notion de droit public, monsieur. pas une notion qui est Monsieur. Pour moi, le fait de faire ce sondage de référendum d'initiative partagée ne remet pas en cause l'autorité du Parlement. Le Parlement veut privatiser un bien. Et l'article de loi qui est proposé, je l'ai sous les yeux, c'est simplement de dire que ces aéroports ont un caractère de service public national. Donc d'aller devant les citoyens pour leur poser la question, est-ce que vous considérez que c'est oui ou non un bien public, un service public national,
tout à fait légitime. Vous n'avez pas abordé cette question-là au niveau des députés, et même si nous avons la possibilité de faire le référendum, vous avez la possibilité, vous, de se saisir de l'article et de dire oui. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au référendum. Mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, il est normal d'aller devant nous, les citoyens, les électeurs, pour que nous on décide si on considère que c'est un service public national ou non. Et je suis d'accord avec Gilles Carrez qui dit qu'il faut qu'on retrouve une notion de service public. D'ailleurs, je crois qu'au niveau des capitalistes, ils disent que quand même il faudrait peut-être faire re-rentrer l'État dans le capitalisme parce que sinon il va un peu n'importe où. Oui. Alors, moi, je suis l'écologiste de service. Je suis écologiste, donc pour une fois, je suis d'accord avec Gilles Carrez. Pour une fois, ça arrive de temps en temps quand même. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que Les conseils régionaux, où elle était. encarté chez ELV n'est pas une adepte de l'effondrement, genre Yves Cochet en faisant peur, voulant faire peur à tout le monde. Au-delà de ça, on sait qu'on est en fin de période, on sait que le changement climatique est là, qu'il faut aller très vite. Moi, je crois que c'est une donnée qu'on a sous-estimée. Je vois le changement climatique par rapport à l'activité en confiant à des aéroportuaire. entreprises qui ont juste besoin de se faire de l'argent, qu'on puisse avoir à un moment donné une réduction des transports en avion, parce que leur but, ça va être de se faire de l'argent, simplement. Quand on voit ce qui se passe en ce moment au Qatar avec les championnats du monde d'athlétisme, où on a le Qatar qui fait du n'importe quoi, où on climatise. Et bientôt la Coupe du Monde de foot. L'extérieur, et ça sera la même chose en 2020. Mais Pour le mondial de est-ce foot, que on est dans la même logique. Est-ce que je peux vous donner un exemple de ce que vous dites? On dit non mais juste non mais sur ce point c'est un point qui est très important et qu'on n'a pas évoqué du tout tous les deux. Bon, on considère la privatisation de Lyon comme une grande réussite parce que l'activité a beaucoup augmenté. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, pourquoi l'activité a augmenté? C'est parce qu'ils ont permis à du low cost, à EasyJet, ils ont accueilli EasyJet avec l'ouverture de nouvelles lignes. Et moi, je pense, sans être du tout sur le point de Yves Cochet, sinon il n'y a plus qu'à aller se flinguer, mais je pense, mais sincèrement, que la transition, ces défis environnementaux vont rendre le contrôle de la collectivité plus nécessaire dans l'avenir. Et ça va très vite parce qu'il y a trop. Il y a alors qu'on voit très bien que il y a, là on est au bout de quelque oui. chose. Et c'est pas possible qu'on réduise le nombre d'avions qui arriveront à Orly avec et pour vous dire, attends, et pour vous dire à quel point ça va vite, il y a 5 ans, quand on a discuté de la privatisation sur le principe de Toulouse-Nice, ces arguments environnementaux, écologiques, n'ont jamais été échangés. On ne les avait pas à l'esprit. C'est dire à quel point le monde évolue vite sur ces sujets-là. Bon, je vais juste rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure à ce niveau-là. Le nombre de vols est indépendant de l'actionnaire. Vous pouvez dire non. Bon, vous dites non. Partez juste du principe que si je participe à ce débat, c'est pour dire des choses vraies. Je défends mes convictions. Mais la base factuelle, elle est juste. Donc le nombre de créneaux, puisqu'il est inscrit dans la loi désormais, ne dépend pas de la nature de l'actionnaire. Voilà, c'est un fait. Les compagnies aériennes, c'est une autorité indépendante qui les accepte. Mais non, mais vous pouvez penser que c'est faux, mais regardez, c'est l'alinéa 22 de l'article 131 de la loi, vous le regarderez et vous verrez. Et pour vous répondre par la même occasion à monsieur, pour savoir qui justement décide du plafond de la taxe, comme vous dites, c'est aussi une autorité indépendante. Enfin, tout ça existe déjà et n'est en rien modifié. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez une entreprise commerciale au milieu d'un environnement de régulation, de normes, qui est le présent, d'accord ? Et demain, vous changez l'actionnariat,
de la structure commerciale, Mais du Laurent- milieu. Non, mais je termine juste parce que Mais c'est quand même important oui, de mais comprendre ça. juridiquement, t'as On peut, raison, on peut, non mais on peut. Dans les faits, tu n'as pas Attends, raison. attends. Je vais te On dire peut. pourquoi. Oui, non mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi tu penses ça. On- J'ai aucun problème sur le fait qu'on soit en désaccord. Je veux juste qu'on accepte. Qu'on accepte quand même la réalité de comment fonctionne aujourd'hui la régulation. On est dans un secteur ultra régulé. La régulation sont soit des autorités indépendantes pour la plupart, la CNUSA, il y en a plein d'autres, soit l'État lui-même, par le truchement de la loi. C'est pas un actionnaire, Oui. qu'il soit public ou Alors, privé, qui va venir modifier ça. Je termine Oui. juste, Gilles, Oui. si tu me le permets, et après, Je t'en comme ça, prie. je me tais. Je voudrais quand même, excusez-moi, monsieur, si je vous réinterpelle à nouveau sur le sujet du référendum d'initiative partagée. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je suis, au contraire, tout à fait favorable à développer les référendums d'initiative partagée, mais profondément. C'est pour ça que je suis pour baisser le seuil du nombre de signataires à 1 million. Je dis juste que c'est pas parce qu'Emmanuel Macron l'a dit en avril que c'est fait. Hein. Il faut changer la Constitution. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Mais en tout cas, la volonté, cette volonté-là, je la partage profondément. Ce que je disais juste, c'est que si le débat autour des PPL référendaires se passe en même temps ou la semaine suivant le débat à l'Assemblée nationale, d'accord, nous ne pouvons pas, je vous assure, hein, mettez-vous à notre place 5 minutes, nous ne pouvons pas avoir de débat à l'Assemblée nationale qui représente du coup le mandat pour lequel on a été élu. Ça, je peux tout à fait comprendre qu'on ait besoin de davantage consulter. J'en suis le premier partisan. Je peux tout à fait comprendre que 5 ans d'une majorité dans un hémicycle, c'est trop long par rapport aux évolutions et aux attentes actuelles de la société et du changement qu'on veut faire de la loi. Tout ça, je veux bien l'entendre et il y a peut-être plein de choses à changer là-dessus. Mais si c'est pour décider à l'Assemblée, dans une chambre qui tient quand même sa légitimité, je pense, de plusieurs siècles, pour défaire par voie de pétition et de référendum, on ne s'en sortira pas. Je vous assure qu'on ne s'en sortira pas. On ne pourra jamais créer de majorité dans ce pays et on ne pourra jamais faire du débat par la représentation nationale. Si on veut toujours une représentation nationale, c'est plutôt cette question qu'il faut se poser. Et puis, dernier point, pour monsieur du Parti Socialiste. Non, parce que vous avez présenté comme ça, c'est pour ça que je dis ça. Mais... Vous me connaissez d'ailleurs, donc continuez. Voilà. Et sur les privatisations, moi je comprends très bien. Il faut juste, à un moment, faut quand même pas oublier qui a le plus privatisé dans ce pays. Voilà. Non. Non, Ceux non. qui ont le plus privatisé, C'est c'est ceux qui ont dénationalisé. Parce que Ouais. Ah non, mais c'est ça la mais réalité d'accord, historique. En mais- 81, non, mais on ce a que je nationalisé tout un tas d'entreprises, y compris Rhône Poulain Oui, Côte. je sais. Et derrière, il a fallu les privatiser. Non, je dis pas ça. et Je les dis pas ça. remettre dans la Je dis pas. concurrence. Je dis pas ça pour Chirac. C'était ça, les je dis pas ça pour. privatisations. Je dis pas ça pour Chirac 86. Je dis ça. Depuis- Gouvernement Jospin 97. C'est pas un problème en soi. Je dis juste que, à mon avis, chaque courant politique dans ce pays devrait se garder, à mon avis, de leçons sur le sûr. sujet des privatisations. Alors ça, tu as raison. Parce que sous Jospin, on a bien privatisé. le gouvernement Jospin est celui qui a le plus privatisé. Il y a eu effectivement les nationalisations, alors après-guerre évidemment, et de 81. Moi, j'ai Il y voté a eu- les privatisations Jospin, d'ailleurs. Je n'ai eu aucun état d'âme. T'as voté les privatisations Jospin, il y a eu les privatisations de 86. Ça dépend desquelles, mais les privatisations. Ça dépend desquelles. Et ça dépend de ce que veut dire le pays va mieux aussi. Et ça dépend par rapport à quoi on parle. Mais c'est un autre débat. Je pense qu'on peut demander au Forum Nogenté de créer l'acte 2 de ce débat-là. Est-ce que vous pourrez aussi répondre sur... parce que là, vous n'avez pas abordé la question, mais dans la question de monsieur, il y avait aussi pourquoi ne pas promouvoir cette participation à cette pétition, puisque effectivement, ça n'engage pas. Ça Mais va- pour la raison que j'ai évoquée, je crois, 2-3 fois. Pourquoi Mais parce que... Pourquoi en fait ne pas informer les personnes de ça? Parce qu'il y a zéro publicité, contrairement à chaque scrutin électoral, où il y a quand même un minimum, une campagne de formation nationale. Là, il n'y a rien. Et donc c'était aussi... Attendez, il y a une question là. pourquoi, Oui, bien sûr, mais on me pose une question, c'est pour non, ça. c'était parce que ça faisait partie des questions. Allez-y, Répondre à l'argument que ça viendra en collision avec le Parlement. allez-y, monsieur, Oui. allez-y. Et je suis pas le seul à le Avec dire, hein. intérêt. Actuellement, une assemblée peut, dans les 6 derniers mois de sa mandature, voter une loi en même temps qu'il y a une campagne électorale où d'autres partis politiques disent que si cette loi sera votée, le lendemain de leur élection, ils annuleront L'abrogeront, ouais. cette loi, ils changeront la loi. Donc là, on est exactement dans le même cas de figure. Il peut
peut y avoir très bien un débat au Parlement et en parallèle un débat chez les citoyens sur un sujet particulier qui est dans le champ du référendum, que moi j'appellerais d'ici l'initiative citoyenne, sur un certain nombre de sujets cadrés, éventuellement avec des délais de mise en œuvre pour justement éviter les problèmes de conflit de représentation de l'Assemblée et du peuple, mais ça peut très bien se faire concomitamment et qu'au final, si référendum il y a, c'est la voix du peuple, bien évidemment, qui l'emporte sur le vote précédent de l'Assemblée. Mais dans votre cas, la différence, c'est que le référendum, ça s'appelle l'élection législative. Et que donc, c'est bien le Parlement qui défait ce qu'un Parlement a fait. Bah si. Les jaunes, ils ont bien fait changer d'avis et ils n'étaient pas 800. Mais non, mais c'est pas la même chose, ça. Ah, mais vous confondez, vous confondez des manifestations. Enfin, je sais pas si... La deuxième chambre, elle est le représentant du peuple. Donc ça revient au même. C'est pas parce que c'est la chambre qui défait ce qu'avait dit la chambre 6 mois avant que c'est plus légitime que si c'est le peuple directement. Le référendum, il existe dans la Constitution. Il suffit d'en élargir le champ. Point. Mais je suis d'accord avec ça. En dernière analyse, c'est quand même le peuple qui est le souverain. Mais bien sûr, et l'élection est légitimée par cela, il me semble. C'est un argument un peu faible. Non, je crois au contraire. Non, je pense... La question, c'est sur le fond. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? On voit bien pourquoi Macron et son gouvernement, ils veulent privatiser. Comme on voyait très bien pourquoi Jospin voulait privatiser dans les années 93, puisque vous avez cité cette période où il y a eu beaucoup de privatisation. Monsieur, chaque semaine... Une question maintenant à M. Carrez, parce qu'il a longtemps été président et rapporteur du budget. En 1985, probablement que c'est l'année où la part publique collective de l'ensemble du patrimoine était la plus élevée. Du patrimoine national, probablement que la part publique du patrimoine national, à ce moment-là, elle devait être autour de 30%. Aujourd'hui, elle est à peu près de 6%. Dans l'ensemble du patrimoine, sur les 7 000 à 8 000 milliards de patrimoine national, il n'y a que 6% qui est public aujourd'hui. En 1985, qui était l'année où la part publique était le plus élevée, elle était à peu près autour de 30%. Ça fait à peu près, en une génération et demie, 2 générations, 5 000 milliards qui sont passés du public, sous la responsabilité du public, au privé, avec en plus, dans la même période, 2 000 milliards de dettes supplémentaires. Est-ce que le pays se porte mieux? Écoutez, d'autres questions, peut-être? Oui. Attends, excusez-moi, juste, on fait une dernière série de questions. Je propose comme ça vous répondez, parce que le temps commence à tourner. Oui. Juste sur l'opération de privatisation, c'est une opération très très complexe et vraiment merci pour ces explications. Cette opération de privatisation est une opération très très complexe et merci pour ces explications que vous avez fournies qui permettent d'éclaircir. Par contre, j'ai 2 questions que je n'ai pas bien comprises. La première, on a bien la même régulation. On a même la même régulation aujourd'hui que demain. Dans le projet de la loi Pacte, on voit quand même... Elle est même renforcée. Il y a donc un contrôle qui est très fort de l'État, puisque l'État revoit les tarifications tous les 5 ans, peut pénaliser si le marché n'est pas respecté, peut aussi annuler le marché s'il y a des manquements, donc il y a un contrôle très fort. Et la deuxième chose que je n'ai pas comprise, c'est qu'un cahier des charges peut être différent d'un texte de loi. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est prévu dans le texte des lois peut être différent sur le cahier des charges. C'est ce qui m'a semblé comprendre et que je ne partage pas. Je pense que le cahier des charges devra respecter ce qu'il y a dans la loi. Alors, comme je l'ai dit... Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Moi j'ai une question. Vous avez eu un désaccord sur le fait si c'était un monopole ou pas. Est-ce que vous savez de tête la part de passagers qui sont en transit dans l'aéroport et ceux qui partent de Paris pour aller quelque part? Parce que c'est ça un peu la question du monopole. Non. Non, Enfin, c'est pas comme ça que je le comprends. Quand j'ai illustré la question de monopole, de fait, j'ai évoqué un seul chiffre, 60% des vols internationaux. 60% des vols qui sortent de France ou qui arrivent en France depuis l'étranger passent par Orly ou Roissy. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé de monopole de fait. Et ces passagers, c'est des passagers qui viennent à
Alors, une partie substantielle, ça on le mesure aussi par le fait que Orly et Roissy constituent la première frontière. Mais vous aurez observé, je n'ai pas du tout utilisé l'argument de souveraineté, parce qu'on peut très bien concilier une gestion privée avec le contrôle aux frontières, les contrôles de sécurité, les douanes ou autres. Donc moi, je me suis toujours refusé à utiliser cet argument. Les contrôles de sûreté sont gérés aujourd'hui par l'aéroport de Paris. Alors, En totalité, la oui, substance. oui, la sécurité. Non, mais la sécurité, par rapport, aux objets qu'on peut transporter, mais la sécurité par rapport aux identités, c'est la police de l'air et des frontières. C'est pas. Ça ne change pas. Et ça change pas. Encore heureux. Alors c'est vrai que dans la loi, on prévoit de renforcer un peu la régulation. Ah oui, très nettement. C'est vrai, je ne le conteste pas. Mais je réponds justement à la question. Les créneaux horaires, les slots, ce qui est un point très important, ce ne sont pas les autorités aéroportuaires qui les décident. Regardez par exemple, avec la faillite d'Aigle-Azur, Aigle-Azur dégage un certain nombre de créneaux, et ces créneaux vont être réattribués, le cas échéant, mais sous l'autorité de différentes commissions qui, in fine, dépendent de l'État et de la Direction générale de l'aviation civile. En revanche, là où notre collègue écologiste a raison, je reste sur mon exemple de Lyon. À Lyon, il y avait des créneaux horaires disponibles. Et comme c'était une gestion publique, ils n'étaient pas exploités. Dès que vous avez une gestion privée, vous allez avoir l'exploitation au maximum de toutes les possibilités. Et par ailleurs, vous aurez une pression constante sur l'État. Constante. Moi, il y a une chose qui m'a terrifié. Nous sommes en fin 2014, début 2015. Je suis allé voir, parce qu'il y avait cette affaire, on avait un marasme économique, et François Hollande avait décidé de relancer les travaux publics, 3 milliards d'euros, et 3 milliards d'euros de travaux faits par les concessionnaires d'autoroutes. Et puis j'avais entendu des bruits, puis comme président de la commission des finances, j'avais aussi des informations qui m'inquiétaient beaucoup sur les contreparties que demandaient Vinci et compagnie. Je suis allé voir là-bas, à la Défense, le directeur des transports terrestres de l'époque, un ingénieur général des ponts et chaussées. On a passé 2 heures. Et il m'a dit à la fin, presque les larmes aux yeux, il m'a dit, mais Monsieur le Président, rendez-vous compte, je n'ai plus les moyens, je n'ai plus l'expertise, je n'ai plus les capacités de tenir tête, de négocier d'égal à égal avec tous ces groupes privés. Moi, je dirigeais les villes nouvelles jusqu'en 1993. Les meilleurs ingénieurs des ponts, nos meilleurs ingénieurs des ponts, le patron de Melun-Sénart, de 50 ans en Yvelines ou autres, les meilleurs, ils sont partis dans tous ces grands groupes privés. Et nous, l'État, on n'a plus l'expertise. Et donc, je pense que le moment est venu quand même de réagir par rapport à ça. De réagir. Mais la régulation, vous avez raison, quand on regarde sur le papier, c'est vrai qu'il y a plein de précautions. Mais moi, c'est mon expérience des autoroutes vécues jour après. Mais non, mais l'État a plus les moyens. Est-ce que, écoutez, je reviens. Non, je vous donne un autre exemple. Lors de l'été 2005, où j'ai fait ce travail. Mais répondez à ma question. Mais je réponds à votre question par les autoroutes et sur la privatisation. Eh bien, sur les autoroutes, on avait un contrôle, normalement, sur les péages. On avait un contrôle. C'était une formule mathématique, inflation plus. Sauf que, dans le cahier des charges, on n'avait rien en cas de dépassement du volume de trafic. On avait même des hypothèses de trafic selon lesquelles ça allait se réduire. Et ça, ce n'était pas dans la loi, c'était dans le cahier des charges. Je vous ai parlé tout à l'heure des intérêts, la baisse des taux d'intérêt. L'État n'avait rien prévu en termes de clause de retour à meilleure fortune. Alors peut-être qu'aujourd'hui, l'État est devenu omniscient, omnicompétent, et que ces cahiers des charges sont merveilleusement bouclés, ficelés. Sauf que nous, on ne les a pas eus.
nous parlementaires. Et moi, j'ai dit à beaucoup de mes jeunes collègues En Marche, j'ai dit, mais on ne peut pas voter, on fait pas son boulot de député si on n'a pas tous les éléments. Et je vous assure, on n'avait pas tous les éléments. Je prends l'exemple. C'est tout simple, là, vous comprendrez immédiatement. Été 2005, à Bercy, 11 milliards. Et puis, on fait des calculs, puis nous, on arrive sur 18-20 milliards. Et je dis, mais quand même, pourquoi? Ben, j'ai compris. Pour calculer la valeur des autoroutes, vous êtes technicien ou financier, on prenait les flux, les cash flows actualisés sur la durée de la concession, sur 25 ans. Et ils avaient pris, alors que c'était bien masqué, mais en reprenant tous les calculs, un taux d'actualisation de 8% par an. 8%, ça voulait dire que le revenu d'une autoroute à l'horizon 2030, ramené en valeur 2005, à 8% par an, c'était des clopinettes. Alors, on est allé au cœur de la discussion. Ah oui, mais monsieur le député, ou monsieur le rapporteur général, mais vous comprenez, il y a des risques. Le trafic routier peut s'effondrer. Les poids lourds, ils peuvent ne plus... Mais j'ai entendu ça et réentendu ça. Et j'ai fini par obtenir qu'on passe de 8% à 6%. Voilà la réalité. Quand vous avez vécu ça, vous vous dites, l'État, il est de plus en plus vulnérable, fragile. En plus, il y a la mondialisation, on nous la sert tout le temps. Et puis quand ce n'est pas la mondialisation, c'est l'Europe. Donc nous, on se dit, voilà, gardons un minimum de contrôle. Finalement, c'est une sorte d'assurance contre des risques qui se multiplient dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez conclure? Je crois qu'on a fait à peu près... Non, je pense qu'on a fait... Enfin, voilà, il pourrait encore y avoir beaucoup... Oui, voilà, non, mais là, je pense qu'on a un peu traité tous les... Vous avez... Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre présence. Alors, il y a un pont qui est justement pour garder le cidre frais, on l'a mis dehors, donc il y a du cidre frais. Voilà. Ils ont raison, quand tu vois autorité indépendante sur les...